Nous sommes en guerre. Ouais, franchement. C'est ce que dit le président à ce moment-là. Franchement, pour moi, c'était un peu la guerre. Ouais. D'abord, j'ai eu peur. Mais pas longtemps. Parce qu'en fait, j'ai vite compris. Je me suis dit, mais alors, c'est un peu bizarre, mais je dis souvent ça. Mais en fait, c'était trop cool. Parce qu'on s'est arrêté. On a eu une chance extraordinaire d'être en France, de pouvoir avoir des aides, d'être soutenu. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que t'as envie de faire en fait? Ouais. Est-ce que c'est pas ma plus grande chance? Qu'est-ce que tu veux en fait? Enfin, Est-ce que c'est pas ta plus grande chance que t'es en train de vivre? Mais si, complètement. Donc là, mais pendant toute cette période, on a repensé avec Solène, et puis moi j'avais besoin d'être. On parle d'alignement, et d'ailleurs notre futur lieu s'appelle lieu d'alignement et de bien-être, c'est pas pour rien. Et j'ai eu tout simplement le besoin d'être aligné. Et d'abord pendant le Covid, j'ai d'abord pensé à moi. Et je me suis dit, écoute Nico, à l'époque je faisais peut-être 10 ou 12 kilos de plus que ce que je fais aujourd'hui. Je me suis dit, tu vas passer du temps chez toi, tu dois te mettre une certaine rigueur physique, de bien-être, de bonne santé, de tout ça, parce que la maladie me faisait peur quand même avec cette histoire de Covid là. Donc j'ai commencé à travailler sur chez moi à la maison sur l'alimentation qui soit la plus végétale possible. Donc je me suis fait à manger pour moi tout seul parce que ma femme et mes enfants mangeaient pas comme moi. Et puis j'ai commencé à mettre le pied dans ce monde végétal et j'ai trouvé ça tellement bien en fait. Un monde s'est ouvert. Un monde s'est ouvert. Ouais. Ce monde végétal hyper proche du monde de la fermentation, j'ai commencé aussi à découvrir des techniques fermentaires avec plein de gens. À l'époque, on était tous sur Instagram en train de faire des lives et je trouvais ça tellement sensationnel. Je passais des heures et des heures sur Instagram à regarder des lives et à apprendre. Mais c'est rigolo, mais comme n'importe quel père ou mère de famille qui est en train d'apprendre à faire à manger pour ses enfants en fait. Mais je me suis éclaté là-dedans en fait. Ah ouais. Je me suis vraiment éclaté là-dedans. Et puis j'ai compris au fur et à mesure que cette alimentation-là me convenait énormément, qu'elle était pas dépourvue des techniques que j'avais apprises, mais que c'était d'autres techniques qui me parlaient beaucoup plus en fait, parce que c'était une cuisine qui restait accessible dans les foyers, j'ai envie de dire, où il n'y avait pas toute cette contrainte de, j'en sais rien moi, tailler un poisson comme ci, comme ça, enfin toute cette technique précise de cuisine qui moi me pèse en fait. Et j'ai commencé à m'amuser avec cette alimentation vivante et j'ai commencé surtout à m'amuser avec la fermentation et j'ai trouvé ça tellement sensationnel. Alors, qu'est-ce qui nourrit justement l'effet que ça vous fait à ce moment-là? J'imagine que les vertus, déjà, de cette cuisine, de cette alimentation, mais vous allez m'approfondir ça, les techniques que vous trouvez et la manière d'aborder la matière différemment. Oui. C'est quoi qui vous a parlé concrètement, justement, dans ce monde qui s'est ouvert devant vous à ce moment-là? Qu'est-ce qui rentre en résonance avec ce que vous êtes au fond, finalement? L'évidence, en fait. L'évidence de travailler le végétal, c'était quand même une époque où on parlait du Covid, mais c'est aussi une époque où on parlait on commençait à parler beaucoup du climat aussi. Bien sûr, bien sûr. On se souvient d'ailleurs des images de la nature qui reprend ses droits, des dauphins qu'on voit réapparaître dans les lagunes et on se dit... Moi, j'ai jamais vu une nature aussi belle que pendant le Covid et j'ai complètement été, franchement, on peut dire ça ici en fait. Pour moi, c'est un éveil spirituel en fait. Ouais. J'ai vraiment vécu ça, un éveil spirituel où j'ai compris qu'il fallait qu'on soit tout simplement en phase avec la nature et qu'il fallait apprendre à vivre, à travailler et à respecter cette nature. Et s'il y avait pas eu ce Covid, sincèrement, je pense que je serais pas là où je suis aujourd'hui en fait. Ouais. En tout cas, peut-être que je serais encore physiquement ici. Bien sûr. Mais j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait. Pas comme ça, pas dans cet engagement-là. Et puis, une chose importante, c'est que j'ai compris moi-même avec mon organisme, avec ma santé, avec mon énergie, avec mon bien-être, l'impact de cette alimentation végétale, de cette alimentation fermentée. En même temps, j'ai commencé à faire de la méditation, j'ai commencé à faire du yoga parce qu'on avait tous besoin de se calmer, parce qu'on avait tous besoin de se recentrer, de s'aligner sur des choses
différente que ce qu'on avait pu connaître avant Covid. Je pense que aux yeux de mes enfants, je suis passé pour un cinglé quand j'étais en train de suivre des cours de yoga sur Instagram, quoi, et qui me voyaient faire des danses ou des mouvements ou quoi que ce soit. Ils me disaient, mais mon père, là, il est juste en train de péter les plombs. On est en train de le perdre. Donc, on est en train de le perdre, ouais. Donc, c'était très rigolo. C'était un passage un peu particulier. Mais en fait, on sent que vous avez saisi le fil de quelque chose et que vous vous êtes dit, oulala, mais en fait. Ah, mais j'ai adoré, en fait. Tout passe par là. Ah oui, tout passe par là. Mais vous avez dû donc vivre des moments où vous allez nous les décrire, et c'est peut-être pas à cet endroit-là, mais moi, je vous imagine vous couchant le soir et vous dire, mais en fait, je vais pouvoir retourner mon monde. Ah oui, complètement. Ah, mais c'est ça qui se passe, là. C'est ça qui se passe, en fait. J'ai cette sensation de dormir avec tellement d'idées dans la tête qu'on a du mal à les maîtriser et que tout se mélange. Et alors, j'ai eu la chance de connaître des personnes qui ont pu m'accompagner parce que je suis quelqu'un qui peut vite aller dans tous les sens et j'ai toujours été chercher des forces pour me cadrer un petit peu dans mes idées parce que j'ai besoin d'accompagnement, parce que comme je disais tout à l'heure, ma femme me dit tout le temps, mais en fait, arrête de penser et d'avoir des idées à la minute parce qu'on a du mal à te maîtriser, à savoir où est-ce que tu veux aller. Donc, je me suis bien entouré. On fait appel à quel genre de compétences? Parce que ça, c'est intéressant parce qu'on est nombreux. Enfin, les gens qui nous écoutent sont certainement nombreux à être dans ce cas de figure. Ouais, vous avez fait appel à quel genre de compétences? J'ai travaillé avec des coachs, en fait. Mais des coachs tant au niveau entreprise que des coachs pour comprendre comment faire fonctionner un management différent dans une entreprise, des coachs pour avoir un système d'éco-responsabilité beaucoup plus avancé que ce qu'on pouvait. C'était découvrir d'autres techniques de management. Alors bien entendu, c'était des gens qu'il fallait payer, c'était un investissement, mais c'était un investissement dont j'avais besoin pour me structurer. Donc je suis passé par tous ces stades-là et j'ai compris à travers tout ça, à travers le végétal, la fermentation, à travers un management différent, que je pouvais réellement rêver, et pas seulement rêver, mais installer un monde différent, un autre possible, avec un champ infini de possibilités devant moi au quotidien, en fait. On sent qu'on va arriver dans cette phase d'épanouissement. Enfin, ça y est, au bout de l'histoire. Mais pouvez-vous nous décrire, est-ce que vous le savez vous-même, comment on explique le fait que quand on commence à se dire, c'est peut-être pas con de faire de la lactofermentation, comment on passe de ça à la méditation et in fine à, tiens, on va s'organiser différemment en équipe, ou on va se parler différemment, ou on va revoir la forme de hiérarchie telle qu'on l'a connue. Comment justement ça ruisselle? Tout simplement parce que j'ai commencé moi-même à connaître en fait ce que c'était le bien-être. Mais quand je parle de bien-être, c'est le bien-être personnel que l'on ressent soi. Ça veut dire travailler sur soi. C'est intéressant ce que vous décrivez justement, c'est-à-dire que vous êtes parti de vous, c'est ça. Je suis parti de moi en fait. Jusqu'à se nourrir, on commence par là. Complètement. Et c'est là qu'on commence à réfléchir. J'ai compris que manger différemment, que faire de la pratique quotidienne, que ce soit de lire tout simplement des livres comment on appelle ça, de développement personnel, de pratiquer du yoga, d'écouter de la musique de détente, d'aller marcher à la plage, d'aller méditer, d'aller tout ça. En fait, j'ai compris que ça me faisait un bien fou et que ça m'alignait, mais vraiment sur ce que j'avais envie de faire, en fait. J'avais plus ce stress, j'avais beaucoup moins de confusion. J'étais en train de devenir quelqu'un d'aligné. Et quand on est aligné, on sait où est-ce qu'on va, en fait. Et où on veut aller, surtout. Et donc, à chaque situation, à chaque sujet, ça ricoche sur le nouvel alignement et ça passe dans Et ensuite, j'ai commencé à me dire, mais ce que je suis en train de vivre là, moi, personnellement, mais pourquoi je peux pas le faire vivre à l'entreprise, en fait? Et c'est vraiment là que j'ai commencé à vraiment, donc, au final, ça fait pas si longtemps. Je suis pas en train de vous dire que j'ai été un homme malheureux pendant 20 ans, hein, c'est pas ça du tout. Non, mais il y avait un peu de stress quand même. Mais j'ai commencé à comprendre à comprendre, je pense que j'avais compris, mais j'ai commencé à prendre vraiment beaucoup de plaisir parce que j'étais bien. Ouais. Et j'étais bien tous les jours. Il
faut que vous nous disiez comment ça se passe avec votre binôme à ce moment-là, parce que peut-être que c'est un petit peu effrayant aussi quand quelqu'un. Alors Solène, mon binôme de toujours. Alors on va faire ça. Et on va faire ça. Parce que je vous imagine très bien. Alors Solène, c'est mon opposé. Heureusement qu'elle est là parce qu'elle me cadre beaucoup. C'est le complément. C'est le complément, le parfait complément. Ouais, c'est le complément. Solène, elle s'est dit à plusieurs reprises, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire, quoi? Je pense que Solène a certainement eu peur à plusieurs reprises, mais pas que Solène, mon beau-père aussi. Ouais. Non, mais parce qu'on parlait d'elle, mais c'est du changement dont on se parle. Ils m'ont vu changer, en fait. Ouais. Ils ont constaté ce changement, mais je pense qu'ils ont vu aussi que je devenais quelqu'un de beaucoup plus assagi, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé, et que j'arrivais à me concentrer et à être quelqu'un de différent, ouais. Et dans les faits, dans cette période de Covid, qui est finalement une forme de laboratoire pour vous, oui. Comment vous préparez votre retour sur scène? Est-ce que on repense les cartes? Est-ce qu'on repense à l'aménagement? Est-ce qu'on repense comment ça marche? Est-ce que vous passez vos soirées, vos journées à écrire? Ça n'a pas été si simple parce que on a été à la fin du Covid, il fallait quand même recommencer à travailler même si tout n'était pas ouvert. On a dû faire à manger comme tout le monde a fait dans les chambres, faire des repas emportés, des choses comme ça. C'était assez confus, mais je trouvais quand même le temps pour aller bêcher et créer le jardin avec mes collaborateurs. Pour pouvoir commencer à tester des recettes végétales, à tester la fermentation dans la cuisine. Donc je suis passé de la maison où je m'étais aménagé une cuisine à la cuisine actuelle où on a recommencé à travailler tout doucement. Et puis là, j'ai beaucoup travaillé d'abord, avant de travailler en cuisine, sur le management et la manière dont je devais travailler avec mes équipes. Et là, je me suis fait accompagner par une personne qui est devenue une amie maintenant, qui s'appelle Agnès, qui m'a énormément coaché sur comment travailler aujourd'hui dans une entreprise de manière humaine, sociétale, comment s'occuper des gens. Je prends toujours cette image, mais comment ouvrir ses fleurs, en fait. Comment les accompagner, comment leur parler. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur le management d'abord, avec les profils, et comprendre que dans une entreprise, on peut tous avoir des profils différents, avec des fonctionnements, des préférences de fonctionnement, qu'on réagissait pas tous de la même manière si on était en stress ou si on était plutôt en croissance, qu'il y avait des gens qui étaient structurés, d'autres qui avaient plutôt des idées, d'autres qui étaient plutôt dans la relation, d'autres qui voulaient peut-être plutôt briller. Donc on a beaucoup travaillé et tous ensemble sur ça pour apprendre qui était l'autre en fait et comment l'autre fonctionnait. C'est-à-dire que vous avez associé votre staff à cette démarche. Complètement. Genre en faisant des réunions, des échanges, On a même été jusqu'à tirer des cartes de tarot et des choses comme ça. C'était super intéressant en fait. Et dans tout ça, on a travaillé aussi les énergies de la maison où on a des énergéticiens qui sont venus des géobiologues qui sont venus dans la maison aussi. En fait, j'ai fait rentrer avec un petit peu un côté où je savais que les gens allaient me regarder bizarrement, mais je me suis permis de faire entrer de la spiritualité dans la maison au quotidien. Et je me suis rendu compte que cette spiritualité qui me faisait du bien à moi, elle faisait aussi du bien aux autres en fait. Tout le monde en avait besoin. Après cette période de Covid, où pas mal de gens ont eu peur, où il y a eu beaucoup d'anxiété. Ça apporte une forme de réconfort finalement. Ça a apporté une forme de réconfort et de se dire on peut être guidé un petit peu différemment et on peut faire les choses différemment. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à prendre du plaisir au quotidien, dans le management, dans la maison, à déployer toute cette force environnementale où j'ai eu besoin de faire prendre conscience à tout le monde avec ce qui nous était arrivé, qu'il fallait qu'on décuple nos efforts pour être le plus écologique possible, pour préserver notre lieu, préserver nos lieux, ça c'est important. Et puis la cuisine est venue, elle est venue s'installer toute seule et doucement, avec éventuellement la seule difficulté, c'est de s'entourer de cuisiniers qui venaient ou qui viennent de grandes maisons, comme on parlait tout à l'heure, et qui ont une identité faussée. Quand on se fait former par un chef, par des grands chefs, ou par n'importe quel chef, on n'a pas la liberté de faire ce qu'on veut. On n'a pas la même créativité parce qu'on se sent, on en parlait tout à l'heure en début là, on se sent toujours comme enfermé dans quelque chose qu'on nous a appris. Un format, un cadre. Un cadre. Et cette difficulté, je l'ai eue avec
peut-être certains collaborateurs au départ de ce besoin de végétaliser l'alimentation et de proposer une carte différente, où les personnes qui étaient à mes côtés comprenaient pas forcément là où je voulais en venir, ne connaissaient pas les goûts de la fermentation, tout simplement, les textures, les choses sont complètement différentes. Et là, on se rend compte facilement qu'il y a deux types de personnes en fait, où vous êtes curieux et vous allez foncer dans une petite brèche qui s'ouvre et on va développer et la curiosité tous ensemble et parcourir le chemin ensemble. Et là, on renoue avec votre appétence pour la différence complètement. Et la recherche de richesse. En dans fait, cette on nouvelle... revient et là, quand je vous parlais tout à l'heure d'Écomore, en fait, je pense que tout ça, c'est une partie d'éveil que j'ai eu de la chance d'avoir. Étant plus jeune, et tout le monde n'a pas ce réflexe. Et moi, j'ai la chance de l'avoir. Et ça, c'est génial. Et ça, je pense que ça vient de mon enfance, sincèrement. Donc voilà, il y a eu un petit peu ce frottement qui a pu être désagréable, où des fois vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui a fait une ou deux belles maisons et puis qui vous dit mais non chef, pourquoi tu fais les choses comme ça peut pas fonctionner. Enfin, on est en Bretagne, il faut du beurre, il faut ci, il faut ça. Ça a été assez délicat ce moment-là. Là, on est en train de se dire que ça prend ou que ça prend pas. Soit les mecs suivent et ont cette curiosité ou cette appétence et voient justement cette proposition comme un terrain exploré. Soit on est obligé de se dire au revoir à ce moment-là. Hein. Ouais, mais moi j'ai décidé de prendre le risque en fait. Oui. Prendre le risque de proposer une alimentation végétale, saisonnière, la plus locavore possible, dans une région où on fait pousser des tomates sous serre en plein hiver. Oui, j'ai pris un risque. Et vous allez aller au bout, et c'est ça qu'il faut détailler là, c'est que quand on se parle de repenser les choses et de s'engager finalement à défendre certaines valeurs, vous, pour avoir découvert l'endroit grâce à vous juste avant cet enregistrement, cet engagement, il est total. Il va évidemment du cœur de la proposition du restaurant, de l'assiette, jusqu'au bois qui va accueillir le corps d'une personne qui veut se reposer 2 minutes. Mais en fait, je suis passé par l'assiette pour comprendre tout ça. C'est grâce à ce métier de cuisinier que j'ai compris en fait que ce que l'on faisait dans l'assiette, donc une démarche la plus locavore, avec une saisonnalité bien évidemment, mais ça on n'en parle même plus tellement ça devient une évidence. Oui, enfin c'est bien de le rappeler parce que c'est pas une évidence pour beaucoup de gens encore. Avec cette responsabilité environnementale, de diminuer le plastique aussi en cuisine, de travailler avec des rythmes différents, de manières différentes. Ça veut dire d'organiser les postes de manière différente, d'organiser le rythme de travail de manière différente, et comprendre que la fermentation c'est un ajout pour contrer la problématique des heures dans la restauration, puisque c'est un pré-travail que l'on fait au fur et à mesure et dans l'année, où on va préparer des recettes des fois 1 an à l'avance, des fois 6 mois à l'avance, des fois 3 mois et des fois 1 semaine et des fois juste 48 heures. On a un travail qui est complètement différent et qui permet d'apaiser grandement le métier et le rythme de la cuisine. Ça peut paraître vertigineux à adopter tout de même ça, parce que c'est une forme d'organisation où vous, quand vous l'exprimez, on a l'impression que c'est venu quand même assez naturellement et tranquillement. Quand vous parlez justement de cette notion et des temporalités que ça implique, je me mets à la place de certains chefs qui se disent, oula, mais c'est peut-être compliqué à mettre en place cette affaire. Ouais, mais c'est compliqué à mettre en place pour un chef qui a été structuré de manière différente. Or, moi, je n'ai pas cette structure. Faut déconstruire. Il faut déconstruire. Quoi qu'il arrive, il faut déconstruire. Moi aussi, j'ai déconstruit des choses que j'avais appris avec mon beau-père pendant 6 ans, 7 ans. Mais la déconstruction est tellement plaisante au quotidien parce que on trouve des moyens de faire différemment, mais auxquels on n'y pense même pas, en fait. Et on en a parlé tout à l'heure. Les 2 mots qu'il faut retenir au quotidien pour cette déconstruction, c'est bon sens. Mais surtout, sur l'assiette, sur le dressage d'une table, sur les habits qu'on va porter en cuisine, sur la conception, là comme on est en train de faire d'un espace bien-être qui soit différent, c'est toujours le bon sens. Comment on reprend des codes mais qui sont juste une évidence en fait, tout en gardant toujours à l'esprit qu'on doit déconstruire. Et ça, c'est une volonté. Et alors, je parle rarement de ça. C'est un terme que j'utilise pas souvent parce que j'aime pas ce terme. Oui, il est un peu récupéré par plein d'égards. De militant. Mais oui, je suis militant pour déconstruire ce qu'on nous a appris pendant 50 ans parce qu'on nous a pas appris les bonnes choses. On nous a apporté de la facilité. Peut-être. Mais cette facilité, elle impacte
tant l'humain que les lieux sur lesquels on habite. Et c'est intéressant, et c'est peut-être par là qu'il faut finir cette histoire, parce que la boucle se boucle et on sent que c'est maintenant, désormais, dans ce cadre-là que vous vous épanouissez pleinement. Et on a l'impression même que vous êtes presque au début de la route, finalement. Ou en tout cas de la vôtre, parce que vous avez sans cesse, j'imagine encore, des découvertes et des découvertes et des découvertes. Alors, sincèrement, le seul frein que j'ai aujourd'hui dans mon quotidien, c'est les finances, tout simplement, parce qu'on reste une maison de famille où on a forcément une place économique à tenir, avec des dettes, de l'endettement, des engagements et tout ça. Et c'est bien de le dire. Souvent, on a des gens qui vont venir dans la maison et qui vont dire, waouh, mais votre maison, elle est super éco-responsable et quoi que ce soit et tout. Mais en fait, non. On est sur un chemin et il reste encore un tas de choses à faire. Chantier pour les 50, 60 prochaines années. Complètement, en fait. Et c'est ça qui est génial. Et moi, je sais que, voilà, j'ai mon fils qui est derrière et qui souhaite reprendre cette maison plus tard. Ce sera sûrement la 4e génération. Quel âge il a? Il a 19 ans, Paul. Ah, il est déjà en train de se... Et voilà, il est déjà... Enfin, 19 ans, en même temps, on se projette. Non, ouais, on se projette déjà. Il est déjà là-dedans. Et moi, j'ai envie de, voilà, on doit changer notre métier pour qu'en France, on puisse encore faire de la cuisine demain et de la restauration familiale. On doit changer notre métier. C'est une obligation, en fait. Changer dans l'assiette, changer la manière de faire, de tenir nos entreprises, de diriger nos entreprises, changer ce métier de cuisinier qui a été quand même pénible et qui reste encore malgré tout quelque chose, difficile. Une image difficile, alors que ça peut être quelque chose de plaisant, de satisfaisant et d'apaisé. Et voilà, on a une table des chefs dans la cuisine et les gens, ils me disent pas Nicolas, qu'est-ce que j'ai bien mangé? Ils vont me dire, mais qu'est-ce que votre cuisine, elle est calme, et qu'est-ce que c'est apaisé, c'est fluide, on dirait un ballet. Mais ouais, mais en fait, c'est possible. Faut juste se donner les moyens de le faire et oublier tout ce qu'on nous a appris avant et cuisiner de manière différente. Et tout ça, ça peut rester quand même gourmand et ça peut quand même rester, alors une hôtellerie-restauration, je ne veux pas utiliser ce terme haut de gamme ou luxueuse, mais un endroit où les choses sont bien faites. Eh ben, merci pour ce partage de bon sens. Avec grand plaisir. Bien-être, bon sens, quiétude, vous avez retenu quoi, vous, de cette histoire, du récit de vie de Nicolas Conrot? Quel mot avez-vous pioché? Quel mood avez-vous préféré? Moi, je vais vous dire, pour y avoir dîné, pour y avoir passé un temps en salle et un autre en cuisine à observer ce ballet, qu'il a déjà réussi son pari. Parce qu'il y a ici la promesse qu'une autre manière de faire est possible, qu'on peut tout réenvisager, et que finalement, des pieds nus aux Comores, au sol d'une cuisine bretonne, en chemin on peut tout interroger, questionner aussi le bien fondé de ce qu'on a vu, de ce qu'on nous a inculqué. Il y a des choses à retenir ici, allez je me lance, moi j'en garde 2. Importante. La première, c'est que ce chef aujourd'hui étoilé qui fait la démonstration d'une voie possible dans le monde de l'hôtellerie, dans la restauration, cet homme-là, j'ai failli ne jamais le croiser. Cette interview, elle a failli ne jamais exister. Parce que la cuisine, longtemps, lui a fait peur. Il avait pas peur de se brûler, de se couper, de faire des heures, non, longtemps, il s'est dit qu'il avait simplement pas envie d'aller vers ce bruit, vers cette violence, vers cette testostérone qui gueule et qui tape. Et je le dis à longueur d'interview, quand les chefs me disent qu'ils ont enduré la violence, mais que ça les a aussi forgés et qu'ils sont toujours là. Ok, mais combien n'y sont plus, ont jeté l'éponge, ou combien, comme Nicolas, longtemps, se sont dit « Merci les gars, mais la cuisine, très peu pour moi ». Deuxième chose que je prends de cette histoire, et merci encore chef de l'avoir ainsi partagé avec nous, l'idée que mieux est toujours possible. Et tant pis si les autres n'y croient pas, tant pis si c'est inédit, voilà qu'ici, sur cette butte, dans le petit village de Plouidère, il y a maintenant un bistrot ouvert 7 jours sur 7. Une salle chaleureuse aussi qui accueille dès le matin, avec un comptoir de petit déjeuner qui à lui seul mérite qu'on traverse la Bretagne, où l'on vous fait les crêpes minutes, où l'on peut goûter tout l'univers du chef, croquer la Bretagne traditionnelle évidemment, mais trouver des graines, des herbes, des pollens, des jus, de légumes, qui sonne comme un cadeau pour le corps en début de journée. Vraiment, c'est l'un des petits déjeuners les plus impressionnants qui m'ait été donné de voir. Il y a une table étoilée aussi, évidemment, une boulangerie qui, vous l'imaginez, fait plus que choisir son blé, un hôtel, un lieu dédié au bien-être pour se ressourcer et... oui, ça marche. Et c'est vivant, c'est beau, c'est comme une bulle flottant sur la terre bretonne.
Merci, chef, pour le voyage en haut de cette butte. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir suivis jusqu'ici. Allez faire un tour à Plouidère, vraiment. Posez-vous, allez rencontrer celui qui vous reçoit si bien dans ce lieu où la nature se marie à l'humanité. Merci à Tourisme Bretagne de nous avoir conduits jusqu'ici. On l'avait en ligne de mire, mais l'intuition s'est confirmée et de là à dire que la Bretagne ne déçoit jamais. Abonnez-vous à ce podcast, notez-le. J'ai besoin que vous souteniez ce travail. Laissez des commentaires sur votre plateforme d'écoute. Le travail de nos chefs a besoin justement de vos oreilles, de ce soutien. Et moi, je suis là pour poursuivre la route avec mon micro jusqu'à la prochaine table pour une nouvelle histoire, un nouvel épisode de Chef, évidemment. Salut!